Bonjour les amis, vous êtes bien sur la voie de Morgane. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors je vais tout de suite commencer la lecture complémentaire à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de Gouges. Donc ce sont les textes qu'elle a écrits précédemment à la déclaration ou postérieurement. Ainsi que des textes d'autres auteurs et autrices qui viennent compléter un petit peu les apports du texte, compléter ou qui précédaient aussi, qui ont pu l'inspirer peut-être. Je ne sais pas, je ne les ai pas encore lus, je découvre tout avec vous. Bon, je m'arrête là et je vous dis à tout à l'heure, après la lecture de ces textes. Voilà. Donc, je commence tout de suite par le portrait des femmes qui date de 1788. Ce texte a le plus souvent servi de préface sous le titre « Préface pour les dames » au mémoire publié par Olympe de Gouges sous le nom de Madame de Valmont. Ce mémoire s'inspire de l'enfance de l'autrice qui relate la difficulté de grandir en enfant naturel. Le portrait des femmes n'a en réalité aucun rapport avec cette réflexion, puisque c'est un texte qui appelle les femmes à prendre conscience du rôle qu'elles jouent, parfois malgré elles, dans leur assujettissement. Mes très chères sœurs, c'est à vous, à qui je recommande tous les défauts qui fourmillent dans mes productions. Puis-je me flatter que vous voudrez bien avoir la générosité ou la prudence de les justifier? Ou n'aurais-je point à craindre de votre part plus de rigueur, plus de vérité que la critique la plus austère de nos savants, qui veulent tout envahir et ne nous accordent que le droit de plaire? Les hommes soutiennent que nous ne sommes propres exactement qu'à conduire un ménage et que les femmes qui tendent à l'esprit et se livrent avec prétention à la littérature sont des êtres insupportables à la société. N'y remplissant pas les utilités, elles en deviennent l'ennui. Je trouve qu'il y a quelques fondements dans ces différents systèmes, mais mon sentiment est que les femmes peuvent réunir les avantages de l'esprit avec les soins du ménage, même avec les vertus de l'âme et les qualités du cœur. Y joindre la beauté, la douceur du caractère serait modèle rare, j'en conviens. Mais qui peut prétendre à la perfection? Nous n'avons point de Pygmalion comme les Grecs, par conséquent point de Galatée. Galatée. Dans le mythe grec, Pygmalion tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée, Galatée. Il demande à Aphrodite de donner vie à cette femme idéale qu'il a entièrement imaginée et créée de ses mains. Il faudrait donc, mes très chères sœurs, être plus indulgentes entre nous pour nos défauts, nous les cacher mutuellement et tâcher de devenir plus conséquentes en faveur de notre sexe. Est-il étonnant que les hommes l'oppriment et n'est-ce pas de notre faute ? Peu de femmes sont hommes par la façon de penser, mais il y en a quelques-unes et malheureusement le plus grand nombre se joint impitoyablement au parti le plus fort sans prévoir qu'il détruit lui-même les charmes de son empire. Combien ne devons-nous pas regretter cette antique chevalerie que nos hommes superficiels regardent comme fabuleuse, elle qui rendait les femmes si respectables et si intéressantes à la fois. Avec quel plaisir les femmes délicates ne doivent-elles pas croire à l'existence de cette noble chevalerie lorsqu'elles sont forcées de rougir aujourd'hui d'être nées dans un siècle où les hommes semblent se plaire à afficher, auprès des femmes, l'opposé de ces sentiments si épurés, si respectueux, qui faisaient les beaux jours de ces heureux temps? Hélas! Qui doit-on en accuser? Et n'est-ce pas toujours nos imprudences et nos indiscrétions, mes très chères sœurs? Si je vous imite dans cette circonstance en dévoilant nos défauts, c'est pour essayer de les corriger. Chacune avons les nôtres, nos travers et nos qualités. Les hommes sont bien organisés à peu près de même, mais ils sont plus conséquents.
Ils n'ont pas cette rivalité de figure, d'esprit, de caractère, de maintien, de costume qui nous divise et qui fait leur amusement, leur instruction sur notre propre compte. Les femmes en général ont trop de prétentions à la fois. Celles qui réunissent le plus d'avantages sont ordinairement les plus insatiables. Si l'on vante un seul talent, une seule qualité dans une autre, aussitôt leur ridicule ambition leur fait trouver dans celle dont il est question, sans défaut et même sans vice, s'ils ne sont pas assez puissants pour détruire l'éloge qu'on en faisait. Ah, mes sœurs, mes très chères sœurs, est-ce là ce que nous nous devons mutuellement? Les hommes se noircissent bien un peu, mais non pas autant que nous, et voilà ce qui établit leur supériorité et qui entretient nos ridicules. Ne pouvons-nous pas plaire sans médire de nos égales? Car je ne fais pas de différence entre la femme de l'artisan qui sait se faire respecter et la femme de qualité qui s'oublie et qui ne ménage pas plus sa réputation que celle d'autrui. Dans quelques cercles de femmes qu'on se rencontre, je demande si les travers d'esprit ne sont pas partout les mêmes. Les femmes de la cour sont les originaux de toutes les copies des classes inférieures. Ce sont elles qui donnent le ton des airs, de la tournure et des modes. Il n'y a pas jusqu'à la femme de procureur qui ne veuille imiter ces mêmes airs. Ajoutez-y l'épigramme et la satire entre elles, sans doute avec moins de naturel et de politique que les femmes de la cour, mais toujours ne se faisant pas de grâce, dans l'une et l'autre classe du plus petit défaut. Pour les femmes de spectacle, je n'ose continuer, c'est ici où je balance. J'aurais trop de détails à développer si j'entrais en matière. Elles sont universellement inexorables envers leur sexe, c'est-à-dire en général, puisqu'il n'y a pas de règle sans exception. Mais celles qui abusent de la fortune et de la réputation, et qui sont loin de prévoir souvent des revers affreux, sont intraitables, sous quelque point de vue qu'on les prenne. Aveuglées sur leur triomphe, elles s'érigent en souveraines et s'imaginent que le sexe des femmes n'est fait que pour être leur esclave et ramper à leurs pieds. Pour les dévotes, ô grand Dieu, je tremble de m'expliquer, je sens mes cheveux se dresser sur ma tête. À chaque instant du jour, elles profanent par leurs excès nos saints préceptes qui ne respirent que la douceur, la bonté et la clémence. Le fanatisme rend la femme encore plus inhumaine, car si elle pouvait se livrer à sa fureur, elle reproduirait, suivant son pouvoir, toutes les horreurs de la journée cruelle à jamais mémorable dans la nation française. Ô femmes, femmes de quelque espèce, de quelque état, des fautes, de quelque rang que vous soyez, devenez plus simples, plus modestes et plus généreuses les unes envers les autres. Il me semble déjà vous voir toutes réunies autour de moi comme autant de furies poursuivant ma malheureuse existence et me faire payer bien cher l'audace de vous donner des avis. Mais j'y suis intéressée et croyez qu'en vous donnant des conseils qui me sont nécessaires, sans doute, j'en prends ma part. Je ne m'étudie pas à exercer mes connaissances sur l'espèce humaine en m'acceptant seulement. Plus imparfaite que personne, je connais mes défauts, je leur fais une guerre ouverte et, en m'efforçant de les détruire, je les livre à la censure publique. Je n'ai point de vices à cacher, je n'ai que des défauts à montrer. Et quel est celui ou celle qui pourra me refuser l'indulgence que méritent de pareils aveux? Tous les hommes ne voient pas de même. Les uns approuvent ce que les autres blâment, mais en général la vérité l'emporte. Et l'homme qui se montre tel qu'il est grand quand il n'a rien d'informe ou de vicieux est toujours vu sous son aspect favorable. Je serai peut-être un jour considérée sans aucune prévention de ma part avec l'estime qu'on accorde aux ouvrages qui sortent des mains de la nature. Je peux me dire une de ces rares productions. Tout me vient d'elle. Je n'ai eu d'autres précepteurs, et toutes mes réflexions philosophiques ne peuvent détruire les imperfections trop enracinées de son éducation. Aussi m'a-t-on fait souvent le reproche de ne savoir pas m'étudier en société, que cet abandon de mon caractère me fait voir défavorablement.
que cependant je pouvais être de ces femmes adorables si je me négligeais moins. J'ai répondu souvent à ce verbiage que je ne me négligeais pas plus que je ne m'étudie, que je ne connais qu'un genre de contraintes, les faiblesses de la nature, que l'humanité ne peut vaincre qu'à force d'efforts, et celle en qui l'amour-propre dompte les passions peut se dire, à juste titre, femme forte. Voilà, donc ça c'était en 1788, le portrait des femmes. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien, je continue avec les textes qui ont succédé à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le prince philosophe, conte oriental, 1792. Dans cette seconde partie du conte oriental d'Olympe de Gouges, Almoladin, le prince philosophe, est devenu roi. Souverain d'un Orient fantasmé, il exerce un pouvoir bienveillant envers son peuple, modèle d'une monarchie éclairée dont Olympe de Gouges continue d'espérer l'avènement. Ce pouvoir ne manque pas cependant de se montrer paternaliste, notamment vis-à-vis des femmes. L'épouse du roi, Idamé, défend l'égalité des sexes au nom de l'intérêt général. Idamé sait que le génie peut se trouver dans le sexe, ainsi que les hommes, que l'imagination des femmes est fertile en invention. Il ne manque donc que de les encourager, de les enhardir à marcher dans cette carrière épineuse. C'est le moment favorable, dit-elle, de les faire paraître sur la scène, puisque le mauvais s'en est emparé, qu'importe d'entraîner sa décadence entière. Souvent il faut une crise pour produire un bon effet. Si le véritable amour-propre des hommes pouvait une fois s'enflammer, on verrait plus de chaleur, plus de feu dans leurs ouvrages qu'il n'y en a dans la guerre qui s'allume journellement parmi ces proscrits du Parnasse. Ah, si les femmes veulent seconder mes désirs, je veux que, dans les siècles futurs, on place leurs noms au rang de ceux des plus grands hommes. Non seulement je veux qu'elles cultivent les lettres, les arts, mais qu'elles soient propres encore à exercer des places dans les tribunaux, dans les affaires contentieuses, dans l'administration des affaires de goût. Alors je reviens juste sur la note. Quand elle l'a dit, puisque le mauvais s'en est emparé. Autrement dit, puisque la scène littéraire est dominée par de piètres talents, un peu plus bas, elle parle des proscrits du Parnasse, qui est une périphrase pour désigner les mauvais poètes du temps qui n'auraient pas été admis à siéger au Parnasse, lieu élu de la poésie dans la mythologie grecque. Il n'y a pas grand risque, donc, à donner leur chance aux femmes. Ce fut, d'après ses réflexions, qu'Idamé dirigea elle-même son plan sans le communiquer à personne. Elle y réfléchit longtemps, le voit, le revoit, le pèse, le retouche. Ensuite, elle l'adresse au premier mandarin sous le nom d'un inconnu. Ce plan était ainsi conçu. La nature, en créant le monde, le peupla d'animaux de toute espèce. Elle leur donna la faculté de pourvoir à leurs besoins et d'inventer des arts à proportion de l'intelligence qu'ils avaient reçue. Elle créa donc 2 sexes pour se reproduire et répondre à ses vues. Le mâle et la femelle d'un commun accord contribuaient à l'embellir. Leur émulation était égale et leurs travaux étaient les mêmes. L'homme seul a ôté à sa compagne tous les moyens de le remplacer ou de le soulager dans ses travaux. Les abeilles n'ont qu'un même travail, les vers à soie, mâles, femelles, font leur coque de la même manière, leurs ouvrages sont les mêmes. Les hirondelles bâtissent de concert le nid de leurs petits, et on ne distingue pas le mâle de la femelle, même par le nom. La femelle du bœuf et du cheval est occupée indistinctement aux travaux publics et domestiques, et en général tous les animaux, excepté l'homme, vivent dans une parfaite égalité avec leurs compagnes. Qu'a produit l'impuissance et l'infériorité de la femme? Des traverses de toute espèce.
Ce qu'elle a perdu par la force, elle l'a retrouvé par l'adresse. On lui a refusé l'art de la guerre quand on lui a appris l'art de l'allumer. On lui a refusé la science du barreau et celle des affaires quand elle est propre à s'occuper de l'une et de l'autre. Si les places étaient héréditaires et qu'elles passassent de l'époux à l'épouse, il y aurait moins de familles ruinées, moins d'enfants sans ressources. La veuve essentielle qui, en perdant son époux, se voit hors d'état d'élever ses enfants, ne peut, sans frémir, considérer cette injustice. Souvent, elle a exercé la place de son mari absent ou incommodé, et lorsqu'il n'est plus, elle s'envoie dépouiller pour l'avoir passé entre les mains d'un homme ignorant et pusillanime ou d'un sot, qui n'a d'autre mérite que de s'être procuré des protecteurs, et cette protection souvent ne lui vient que par la voix des femmes. Elles n'ont aucun pouvoir publiquement, elles commandent despotiquement dans le mystère. C'est dans un agréable boudoir qu'elles nomment un général d'armée, un amiral, un ministre. Tout indistinctement leur est accordé, sans connaître la portée de ce qu'elles exigent. Je le veux. est la plus grande science des femmes. Mais si elles avaient été versées dans les affaires, instruites de bonne heure, elles auraient reconnu le danger de leur ascendant. Les hommes auraient été plus conséquents et les femmes moins frivoles. Enfin, pour l'amour de l'État et du bien public, il faudrait accorder à ce sexe plus d'émulation, lui permettre de montrer et d'exercer sa capacité dans toutes les places. Les hommes sont-ils tous essentiels ? Eh, combien n'y a-t-il pas de femmes qui, au travers de leur ignorance, conduiraient mieux les affaires que les hommes stupides qui se trouvent souvent à la tête des bureaux, des entreprises, des armées et du barreau. Le mérite seul devrait mener à ces places majeures ainsi qu'aux inférieures, et l'on devrait donner aux jeunes demoiselles la même éducation qu'aux jeunes gens. Les femmes à qui l'on n'a réservé que le soin du ménage le conduiraient bien mieux si elles étaient versées dans toutes les affaires. Plus instruites, elles ne connaîtraient pas toutes ces petitesses d'esprit qu'enfante une imagination féconde. Sans cesse occupées de tout ce qui peut les embellir, elles négligent même les choses les plus essentielles, l'ordre de leur ménage, les soins vigilants qu'une bonne mère doit avoir pour ses enfants. Enfin, les femmes seraient plus intéressantes, plus utiles dans la société, quoiqu'elles en soient le plus bel ornement et le plus fort soutien, si elles étaient plus respectables et plus respectées. L'amour-propre, qui a presque toujours dirigé les hommes, dominerait encore davantage l'esprit des femmes essentielles. La gloire en ferait des guerrières intrépides, des magistrats intègres, des ministres sages et incorruptibles. Qu'on détruise le préjugé injustement établi contre les femmes pour faire place à l'émulation, le bien public s'en ressentira avant la Révolution d'un demi-siècle. À peine le mandarin finissait-il ces phrases que le prince Almoladin reconnut l'esprit et la manie d'Idamé. Il ne put cependant s'empêcher, ainsi que ses ministres, d'y reconnaître l'intérêt général, mais il craignait d'autoriser cette entreprise dangereuse. Il sentit bien que si l'on donnait aux femmes des moyens d'ajouter à leur charme, le courage, les lumières profondes et utiles à l'État, elles pourraient un jour s'emparer de la supériorité et rendre, à leur tour, les hommes faibles et timides, et qu'il valait mieux laisser les choses dans l'état où elles étaient, que de donner naissance à une révolution qui pourrait, par la suite, tourner au désavantage du parti actuellement plus puissant. Le premier mandarin, qui joignait à ses connaissances profondes d'une excessive galanterie, se déclara ouvertement le chevalier du plan d'Idamé. Il en fit reconnaître tous les avantages, et peu s'en fallut qu'on ne rendît un édit sur-le-champ qui déclara que les femmes exerceraient à l'avenir toutes les charges des hommes et seraient nommées à leur place en cas de décès ou d'autres inconvénients, d'après les preuves qu'elles donneraient de leur capacité. La séance cependant se termina sans avoir rien arrêté sur cette affaire. Almoladin se rendit chez la reine et, après l'avoir un peu raillé, il embrassa son fils en lui disant « Mon fils, vous serez gouverné par votre épouse ainsi que tous vos sujets et tout en ira beaucoup mieux.
Les hommes deviendront femmes alors, et comme ils n'auront pas le pouvoir en main, ni la force, ni le courage, ni les charmes, ils ne seront que de pauvres idiots qu'à peine les femmes daigneront considérer et dont elles ne se serviront que dans la nécessité la plus urgente si le monde ne finit pas à cette fameuse révolution. L'esprit français ou problème sur le labyrinthe de divers complots. Brochure adressée le 22 mars 1792 à la législative, au Club des Feuillants et au Club jacobin. Et la note, le Club des Jacobins est la société de pensée qui a le plus influencé les idées des révolutionnaires jusqu'à la chute de Robespierre en 1794. Le Club des Feuillants est né d'une scission du Club des Jacobins, organisé par les soutiens d'une monarchie constitutionnelle qui désirait conserver les acquis de la Révolution tout en maintenant le roi au pouvoir. Ce texte, dédié à Louis XVI, exprime le désir qu'advienne une révolution sans violence et revient sur le rôle des femmes dans la société. Il fait partie des écrits de l'autrice qui ont soulevé de fortes oppositions, notamment chez les Jacobins. Sire. Il fallait un peuple vertueux pour jouir du fruit de la plus auguste des révolutions. Il fallait un caractère soutenu dans toutes les assemblées. Il fallait enfin des cœurs sans reproche et qui rapportassent tout au bien de la patrie. Mais quels ont été nos districts, nos sections, nos départements, nos assemblées nationales? Des Français régénérés? Non, des Français corrompus. Je ne dirais pas à mes concitoyens, comme tous ces énergumènes des deux partis, « Rentrez, vils esclaves, dans les fers, ils sont faits pour vous ». Je dirais aux Français, « Vous êtes-vous bien connus pour désirer une égalité parfaite et une entière liberté? N'avez-vous pas dû vous défier de la légèreté de caractère dont la nature vous a doué? Savez-vous le moment où vous n'étiez plus Français? C'est le moment de l'insurrection, le moment où vous fîtes tomber quelques têtes, que vous fîtes promener avec triomphe sur des pics, et ce caractère aimable, devenu tout à coup sombre et féroce, allait vous porter à toutes sortes de crimes. Il fallut faire parler la loi dans toute sa force, et vous reprîtes insensiblement votre amabilité. Les chansons, les bons mots et les satires vous ont soutenu depuis au milieu de vos misères. Mais quelle est l'alternative cruelle de la nation et du roi? Quelle est la guerre qu'ils vont entreprendre? Quelle est la bataille qu'ils vont perdre? Quelle est la victoire qu'ils vont remporter? Quel est le sang qui va couler? C'est celui des Français. Les femmes sont d'étranges animaux. Elles n'ont d'autre consistance dans la société que l'art d'intriguer et de séduire les hommes. Quel que soit leur farouche caractère, leur prétendue supériorité, ils sont toujours apprivoisés par ces animaux. Nul ne peut échapper à leurs atteintes. Toutes en général possèdent l'art de séduire, et par une bizarrerie attachée aux faiblesses des hommes, les plus perfides sont les plus intéressantes à leurs yeux. Les ministres ne sont pas exempts de faiblesse et de séduction. S'il était possible que les ministres du nouveau régime et ceux de l'ancien fissent un aveu sincère, tous conviendraient que ce sont les femmes qui corrompent les hommes en place. Mais il est temps de faire une opération hardie et de couper jusqu'au vif pour déraciner le vice. Dans un crime de lèse-nation, de lèse-majesté. Dans un vol, dans un assassinat, on punit les complices des deux sexes. Pourquoi ne punirait-on pas les femmes qui se rendraient coupables en se mêlant nocturnement des affaires de l'État et du secret du cabinet? Pourquoi ces femmes, dis-je, ne seraient-elles pas mises en cause avec les ministres prévaricateurs lorsqu'elles seraient atteintes et convaincues d'avoir surpris la religion des hommes en place et d'avoir inconstitutionnellement abusé de leur faiblesse? Le mot m'est échappé. La vérité coule de la source que de ci-devant, comtesses et marquises vont faire des bonds à cette insinuation de ma part sur la responsabilité des ministres. Certes, en vain cherche-t-on la source du mal et la guérison. Il ne convenait peut-être qu'à une femme d'en désigner le germe et de donner l'application du remède. Je sers mon sexe en le persécutant.
Je l'honore en le dépouillant de toutes ses honteuses menées et en faisant tomber le bandeau que l'ambition, sans doute, a placé sur les yeux des femmes. Je les rends plus intéressantes aux yeux des hommes et l'amour ne les embellira pas moins. Ces moyens propres à épurer la place de ministre restaureront en même temps les mœurs. Je ne prétends pas faire des ministres des saints, les exceptés du sentiment le plus louable. Une inclination digne de l'homme estimable élève l'âme et épure le courage, mais la société est bien loin encore de ces inclinations qui font le bonheur de la vie. Enfin, je n'ai que le temps de donner un aperçu de mes bonnes idées, puissent-elles être mises à profit, et que l'Assemblée nationale dise de moi, comme Mirabeau, « Nous devons à une ignorante de grandes découvertes ». Je ne désigne personne. Ceux qu'un sot orgueil aurait égarés, ceux qui auraient perdu totalement la tradition de leurs mœurs et de leurs vrais mérites, m'en voudraient sans doute. Mais les idées que je donne sur l'amélioration de l'esprit ministériel leur feront plus de bien que de mal. Quelles que soient mes bonnes vues, je m'attends à la critique la plus amère, le triumvirat des factieux. Olympe de Gouges désigne ainsi un groupe politique autoproclamé triumvirat, composé d'Antoine Barnave, Adrien Duport et les frères Charles et Alexandre Delamet, siégeant à l'extrême gauche de l'Assemblée nationale. Les factieux, l'entêtement des partis opposés, se trouvant frondés sans relâche par l'auteur de l'Esprit français, épuiseront en vain leur venin. Je les attends comme Bayard, sans peur et sans reproche. Il est peu d'hommes qui puissent dire comme moi. J'ai vu souvent la fortune, les dignités à mes pieds. Je les ai foulées et je ne me suis jamais démenti. On dit que l'homme change, je soutiens le contraire. Tous ceux qui varient n'ont ni caractère ni vertu, se connaissent faibles et vicieux. Ils ont seulement eu l'art de tromper le vulgaire et sous un masque spécieux, cachant artistement leurs vices, ils ont préparé de loin ce poison subtil de flatter, de ramper, de caresser suivant les circonstances, les mœurs, les préjugés et l'opinion. Ah, si on lisait dans les consciences, combien verrait-on de réputations mal acquises, combien verrait-on de vertus persécutées? Faibles humains. Aveugle engouement populaire, quel que soit votre délire et vos faveurs, nul ne peut échapper à son instinct. Pour juger un homme, attendez qu'il soit au tombeau. Que n'ai-je pu, dans cette courte morale, renfermer toutes mes bonnes vues, les moyens utiles que j'offre dans cette production verbeuse et souvent diffuse. Il n'est pas en mon pouvoir de contenir mon zèle et de le réduire dans un espace court et précis. Il n'est pas en mon pouvoir d'entraîner le lecteur par un style brillant et recherché. Plus naturelle qu'éloquente, voilà mon cachet. Les puristes y mettront le sceau de la critique. Je m'en moque. Si j'intéresse les amis de la patrie, je n'ai point d'autre espoir et mon but est rempli. Il nous reste combien de textes d'Olympe de Gouges? 3. Lettre aux Français. Affiche puis brochure d'avril 1792. Olympe de Gouges a écrit de nombreuses affiches qui étaient placardées sur les murs de Paris. Celle qui suit montre son dégoût pour toute forme de despotisme, que ce soit celui du peuple ou celui du roi. Elle affirme l'alliance possible entre la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et la paix. Pardon, je vais passer un tout petit peu. Français. L'univers a les yeux sur ce globe, vous avez donné de nouvelles lois au monde. Ce grand monument est une des causes célèbres qui passera de postérité en postérité, et jusque chez les peuples les plus reculés, le nom des Français sera encore cité. La Révolution ne s'est véritablement opérée que du moment où la guerre s'est déclarée pour la défense des droits de l'homme, de son plus beau patrimoine. Riches, pauvres, tous s'imposent pour la liberté, l'égalité.
frémissez, tirant de vos semblables et rendez-vous à l'évidence, puisque vos amorces sont stériles. La force publique environne la Constitution, fondée sur la raison et la justice et sur des bases immuables. Et vous, Français, qui n'avez point abandonné votre patrie, qui ne vous êtes point coalisés avec les étrangers pour l'attaquer de toutes parts et qui ne vous êtes armés que pour la défendre, soutenez ce courage belliqueux. Le ciel, la nature, la raison, la justice, tout sert une si belle cause et féconde votre entreprise. La victoire vous attend. Leclerc, Rochambeau, Lafayette, ces triumvirs d'un peuple régénéré, vont cueillir les lauriers que Mars leur a destinés. Nicolas Leclerc, Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, de Rochambeau et Gilbert de Lafayette sont trois personnalités militaires de la Révolution française, fidèles à la fois au roi et aux idéaux de la Révolution. En 1792, ils mènent ensemble les combats de l'armée du Nord contre l'attaque autrichienne. L'esclavage, fils dénaturé de la liberté, abusant souvent de la tendresse de sa mère et quelques rois de ses faiblesses, a remis alternativement la liberté dans les fers. Mais cette fois, elle a appris à connaître le danger d'une longue tyrannie. Mais, Français, ne vous y trompez pas. La liberté est une vaine chimère qui s'évanouit dès qu'on l'abandonne à un parti dominant. Quel est le but de cette lettre, mes concitoyens? C'est de vous préserver de cet appât subtil du despotisme qui, souple dans une révolution populaire, attend modestement le calme des esprits, les séduit et se montre alors tout-puissant et cruel. Voilà le sort qui menace les Français, si d'un amour effréné pour la liberté, il passe à la contrainte. Il faut donc vous garder de ces préjugés vicieux qui dans tous les temps ont égaré les peuples. Les feuillants et les jacobins bientôt n'existeront plus. Réunis dans la masse des citoyens, peut-être n'y aura-t-il plus dans l'intérieur du royaume qu'une seule opinion. Si cet heureux présage pouvait se réaliser, tous les Hannibal, les Alexandre, les Coriolan d'Outre-Rhin, les Condés, nés pour tourner leurs armes contre leur patrie, ne seront que des pygmées devant l'armée française. Mais si l'armée française est trahie, ô Français, c'est cet avertissement que je redoutais de vous donner. Combattez et veillez sans cesse. Et s'il vous faut périr par le plus odieux de tous les crimes, vendez cher aux traîtres vos derniers moments, et que cette fin glorieuse effraie les tyrans qui voudraient vous remettre au fer, et qu'il n'est que des cendres à recueillir et des cadavres à ensevelir. Je déclare, et j'en fais le serment le plus solennel, que si la contre-révolution a lieu, que si Louis XVI remonte sur le trône en despote, je ne me contiens plus, et qu'après avoir écrit dans tous les temps pour lui rendre les avantages d'un roi des Français libres, je cours dans son palais, je l'attends sur son passage, non pour l'assassiner, mais pour le frapper de toutes les imprécations que je réserve aux tyrans de la postérité. Et semblable à ce Romain qui se précipita dans le gouffre ouvert au milieu de Rome, pour servir d'exemple à tous les peuples, je monterai sur l'échafaud pour mon pays. Puissent les tyrans frémir de ma résolution, et vous, Français, vous sentir réveillés de votre abattement, si nous avions à craindre un si déplorable sort. Mais non, un espoir plus consolant se présente à mes yeux. Je vois deux armées formidables s'avancer l'une vers l'autre. Je vois à cet aspect terrible le premier mouvement et le cri de la nature se faire entendre dans tous les cœurs. Les Français des deux armées jetaient leurs armes et volaient les uns dans le sein des autres, renvoyaient l'étranger surpris et attendri d'admiration. Cette crise est digne du cœur et de l'esprit français. Je l'éprouve d'avance cette sensation dans mon âme. Je n'ai point la faiblesse de mon sexe. Pourquoi tous les Français n'éprouveraient-ils pas comme moi cette jouissance? Qu'il est doux de croire aux vertus héroïques d'un peuple divisé qui brûle de se réunir. Peut-être le destin réserve-t-il aux Français sur le champ de bataille cette grande victoire. Mais sans nous bercer d'une si flatteuse illusion, Français, soyez toujours en garde contre la séduction de tous les partis, et n'ayez pour devise que la patrie, la liberté et l'égalité. Toutes trois font votre patrimoine, votre héritage
et vos dieux pénates. Vos plus précieux moments, vos veilles, vos jours y sont consacrés. La persévérance, la fermeté, la confiance et la loi nous suffisent et le nom de peuple français ne saurait plus périr. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce texte. Heureusement, vous n'en avez qu'un au programme. Ils sont là juste pour apporter des informations supplémentaires et des petits plus, je dirais. Voilà. Sur la pensée d'Olympe de Gouges et oui. Je continue. Le bon sens français ou l'apologie des vrais nobles dédiée aux Jacobins. Brochure adressée le 15 avril 1792 à la législative. Dans Olympe de Gouges, œuvre complète, tome 4, pamphlet, épître, libelle, positions et propositions, 1791-1793, Montauban, Cocagne édition. Voilà, 2017. Vous savez où retrouver ce texte. Le bon sens français est une brochure adressée à l'Assemblée législative dans laquelle Olympe de Gouges expose une définition du bon sens et différents projets. Les dernières pages sont l'occasion de proposer un concours littéraire. Elle explicite ce désir en déployant la truculente anecdote que voici. Fatiguée, excédée, dégoûtée de politique, mais toujours active pour la chose publique, j'avais projeté d'aller, avec mon fils, dîner à la campagne le jour de Pâques. Ce jour était pour moi sans doute un jour de félicité. Une aventure, cependant, m'attendait à mon retour. Cette singularité vient à l'appui de tout ce que j'ai éprouvé de bizarre dans ma vie et surtout des doutes qui se répandent que j'ai quelques auteurs à ma disposition. Il est temps de confondre l'imposture. Il est temps enfin que mon ignorance me serve même de bouclier contre ces coups qu'on voudrait porter à ma réputation. Je n'ennuierai pas mon lecteur de tout ce que je pourrais alléguer sur le compte des pédants, faux savants et de toute la vermine littéraire. J'en appelle à l'élite des gens de lettres. Je ne suis faite pour être jugée que par des hommes d'un vrai mérite. Ces vols manifestes que l'on m'a faits, cette incrédulité presque générale, tout m'atteste que je suis au-dessus de la médiocrité. Mais j'arrive à l'aventure et ensuite je jetterai le gant du défi. La promenade était belle. Elle nous conduisit plus loin que nous ne l'aurions voulu. Nous renonçâmes à la voiture qui nous avait amenés et je fis la motion de venir à pied jusqu'aux Bonshommes où nous trouverions le triste sapin aristocrate. Le sapin est un thème d'argot pour désigner le fiacre avec lequel Olympe de Gouges espérait rejoindre Paris. Je fus trompée dans mon attente. Il ne s'en trouva pas. J'étais extrêmement fatiguée, mon fils demandait une place. Un cabriolet bourgeois s'arrêta et il en offrit une. Le conducteur du cabriolet était un homme d'environ 50 à 60 ans. Il me proposa cette place avec tant d'honnêteté que la nécessité où je me trouvais fit que je n'hésitais pas un instant à l'accepter. En montant dans le cabriolet, ceux qui restaient avec mon fils déclinèrent mon nom. Il y avait des femmes. Le monsieur qui m'avait offert la place me dit « On a nommé Madame de Gouges, que je connais infiniment. » « Ce n'était pas Madame de Gouges, lui répondis-je, c'est Madame de Gouges. »« Madame de Gouges, dit une espèce de quidam qui était dans le cabriolet, celle qui fait le bel esprit. Je la connais beaucoup, mais beaucoup. Je me retourne et j'examine cette figure hétéroclite que je n'avais jamais vue. Beaucoup, lui répondis-je. Et m'observant tout à coup, je cessai d'être Madame de Gouges pour mettre ces inconnus à même de parler librement sur mon compte. Peu d'hommes auraient supporté aussi longtemps que moi, avec tant de fermeté et de philosophie, les excès de ce quidam. Qu'un imposteur sans esprit est exposé. Celui-ci poussa au dernier degré l'impudence, car, si je n'étais pas Madame de Gouges, il pouvait se douter au moins que j'étais une de ses amies. Il voulait donner à entendre qu'il avait été on ne peut pas mieux avec elle.
Après avoir passé en revue ma naissance, le sort de mon mari, la résolution que je pris de ne pas porter son nom et 1000 sottises de ce genre, que les ci-devant nobles reprochent aux roturiers, après avoir ri infiniment de cela, je le ramenai sur les ouvrages de Madame de G. Sur les ouvrages, s'écria-t-il, pourriez-vous jamais croire qu'elle ait jamais pensé à un mot de ce qui s'est imprimé sous son nom? Elle ne sait pas même lire. Sur cet article, je suis d'accord avec vous, c'est parce qu'elle n'a aucune instruction que ses notions sur les sciences en général sont étonnantes aux yeux de ceux qui s'y connaissent plus que moi, et je vous avoue que souvent on a douté de sa prétendue ignorance. Je l'ai vu composer des pièces de théâtre devant plusieurs personnes, gagner un pari à cet égard. « Ah, madame, répond mon incrédule, avec impudence, la pièce était faite, on la lui avait apprise par cœur. En êtes-vous bien assuré ? Tellement, dit-il, que je gagerais bien qu'elle n'en ferait pas autant devant moi, car je lui en ai déjà fait une. » L'homme raisonnable tâchait, du mieux possible, de pallier l'inconséquence de ce lâche imposteur et j'eus la constance de couler à fond tout son répertoire d'ineptie et de puérilité. Mais arrivé à ma porte, je remerciai l'homme raisonnable de la place qu'il m'avait donnée dans son cabriolet et en peu de mots, je tins ce langage à ce valet farci d'aristocratie et de sottise. Monsieur, j'ai écouté vos sots discours avec le calme d'un philosophe, avec le courage d'un brave homme et avec un œil observateur. Je suis cette même Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve communément des hommes de votre espèce. Mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Il voulait s'excuser en m'assurant que c'était une autre Madame de Gouges, mais je le laissai dans la confusion et je rentrai chez moi. Jean-Jacques Rousseau est couramment appelé de son seul prénom en référence aux nombreux écrits où il se met en scène. Cela tient notamment à un sentiment de proximité, d'intimité qu'il a su créer avec ses lecteurs. Jean-Jacques, donc, dans une semblable occasion, se trouva mystifié par 20 officiers qui ne le connaissaient pas, qui calomniaient ses immortels écrits, sans même les avoir lus, et tint, dans cette circonstance, un discours digne de J.J., digne du grand homme de la nature, simple et timide en société, comme personne n'en ignore. Il se leva de table et pulvérisa cette horde ridicule d'insensés. Chacun s'empressait de lui demander pardon, mais ce pardon ne pouvait qu'augmenter son mépris. Moins grande sans doute et moins certaine de mes moyens que cet homme immortel, je trouve qu'il m'est indispensable de confondre publiquement l'assertion de cet inconnu. La personne qui m'a donné une place dans son cabriolet est un membre des Jacobins. Il m'a dit avoir parlé, dans le jardin des Feuillants, de la fête que l'on se proposait de donner aux soldats de Châteauvieux, à M. Collot d'Herbois, leur défenseur. Si les membres des Amis de la Constitution sont véritablement pénétrés, comme je me plais à le croire, de la justice des intérêts de la patrie, j'interpelle, au nom de tout ce que j'ai fait pour elle, un de ses membres, l'homme honnête qui m'a reçu dans son cabriolet, de nommer le quidam qui m'a défié, non pour le dénoncer à l'indignation publique, mais pour le forcer à reconnaître son imposture et son erreur. Je propose donc aux Amis de la Constitution d'ouvrir un concours entre moi et ce quidam qui se dit être auteur, qui assure avoir fait pour Madame de Gervais plusieurs pièces en vers dont il empoisonnait les journaux. Il s'est dit l'ami du ci-devant évêque de Montauban, le plus vil, le plus corrompu des prélats. À ce que j'entrevois, c'est un de ses complaisants. Il sera proposé 2 sujets de comédie. Je fais la gageure de 50 louis en faveur des soldats de Châteauvieux, de traiter ce sujet au milieu de l'assemblée des Jacobins ou en présence des commissaires qu'il lui plaira de nommer. Je ne demande qu'un secrétaire qui aille aussi vite que la parole. Quant au nouveau Midas, à qui sans doute on a fait la grâce d'apprendre à écrire et lire, il écrira ou dictera sa pièce. Mais toujours en présence des commissaires, il déposera aussi 50 louis de son côté, et si ma pièce n'est pas mieux conduite dans toutes les règles et limites du théâtre que la sienne, j'aurai fait une belle action. Je ne réponds pas du style, peut-être se trouvera-t-elle mieux écrite que la sienne, mais je réponds du plan, des scènes, des caractères, de l'unité et du génie dramatique et créateur. Voilà ce que je crois pouvoir lui disputer.
Racine, en voyant ses plans achevés, disait « Ma tragédie est finie, je n'ai plus que les vers à faire ». Je ne doute pas que l'honorable membre de la Société des Jacobins, que je reconnaîtrai, car j'ai son portrait devant les yeux, ne se conduise en honnête homme à l'égard d'une femme qui lui a donné la preuve de tant de circonspection et qui, par ce défi, n'a d'autre vue que de faire une belle action et de confondre ce ramas méprisable de sots qui s'élève contre mes écrits et me dispute ma propriété. Peu de femmes, en semblables circonstances, montreront, je l'avoue, l'ardeur de cette épreuve. Mais moi qui ne crains rien, moi qui ne connais aucun littérateur, qui n'ai voulu me lier avec aucun, qui n'ai l'appui de personne, qui fait imprimer mes productions avec des fautes sans nombre de grammaire, toutes ces tâches sont assurément mon cachet. Eh bien, on a la rage de dire encore qu'on affecte pour moi ces négligences. À quel degré des Français sont capables de porter la sottise ? Il est temps que, par mon exemple, on ne donne plus de crédit à une prévention non seulement nuisible pour chaque citoyen, mais encore pour l'intérêt public. Il est aisé d'échafauder des mensonges et d'entasser sottise sur sottise pour donner du crédit au mal que l'on veut faire. Mais, dans ce siècle des Lumières, n'introduira-t-on pas enfin l'équité et lorsqu'un individu demandera justice, pourra-t-on la lui refuser ? Je la demande au nom de tout mon sexe, au nom de la raison et de tout ce que j'ai fait pour ma patrie. Ce triomphe me serait aussi cher que la pension honorable de la nation, si je l'avais mérité. Et si, jusqu'à présent, on a disputé aux femmes, ainsi qu'à la plupart des hommes, leur production, on dira qu'une femme a su combattre cette injustice. C'est courageux. Mon dernier mot à mes chers amis. Affiche de décembre 1792. Olympe de Gouges sait que ses prises de position, ses critiques envers Robespierre et Marat notamment, la mettent en danger. Voici une affiche qui sonne comme un adieu, même si elle précède de plusieurs mois sa condamnation effective par l'Assemblée. Oui, mes amis, je vais, à mon grand regret, vous satisfaire. Je quitte la carrière épineuse et ruineuse dans laquelle mon patriotisme, votre aimable égoïsme, vos gentillesses anthropophages, vos galantes scélératesses, qui ne tendaient à rien moins qu'à me faire égorger par vos généreux satellites, m'ont engagé plus longtemps que je ne l'aurais désiré pour mes intérêts et pour la gloire de vos entreprises. Continuez, charmant Français, intrépide chevalier de ce malheureux sexe qui attendait de l'esprit de la Révolution des héros plus intrépides. Bourdon, Marat, tous les maringouins possibles, soyez satisfaits, j'ai rendu mes comptes. Oui, mes chers amis, vous voilà délivrés d'un observateur intègre, d'une sentinelle surveillante, et ce qui pouvait être pour vous plus dangereux, d'une âme désintéressée et aussi fière que libre et indépendante. Encore une fois, oui, mes chers amis, la résolution en est prise. Thalie m'appelle et je revole dans ses bras. Nom de la muse de la comédie. Olympe de Gouges annonce qu'elle renonce à la politique pour retrouver son art de dramaturge. Je vais même, pour vous plaire, tâcher de redevenir femme, mais jamais ce ne sera aucun de vous qui opérera ce grand miracle. Je vous abandonne le plaisir de bouleverser la France à votre aise, de dilapider ses finances, d'exciter le meurtre et le pillage, de vous distribuer les places, de substituer aux vertus et aux talents les vices, l'indolence et la nullité. Je vous souhaite tout le succès que peut donner à cette noble entreprise la morale d'un siècle corrompu. Et vous, philosophes, bons et sensibles, vous, les vrais soutiens du peuple et les colonnes de l'État, vous, les amis des lois et de l'humanité, parez, si vous le pouvez, aux efforts destructeurs de nos ennemis communs. J'en ai dit, j'en ai fait assez pour me rendre aussi redoutable à leur vile passion qu'utile à ma patrie. J'ai vécu pour me retirer d'autres salaires que de mon âme, mais je savais aussi que je vivrais dans l'avenir, etc. Si l'homme ne peut être exempt de défauts, et si la gloire en a un,
Certes, j'aurai le noble orgueil de convenir qu'elle a réuni dans mon cœur toutes les vertus. Je n'ai cherché ni rang ni place, je ne pouvais avoir l'extravagance d'y prétendre, un préjugé inique m'éloignait à cet égard de toute prétention. Mais le préjugé, qui n'a rien de commun avec les éternelles vérités de la morale, m'assure que mon nom vivra tout entier dans la postérité. Démenez-vous là-dessus, mes pitoyables détracteurs. Accusez-moi de folie, d'ineptie, d'avoir sacrifié ma fortune au salut de la patrie, que vous entravez journalement. Mais vous ne parviendrez jamais à me prêter toute la bassesse de vos intérêts et de vos passions. C'en est assez pour que l'avenir prononce entre vous et moi. Je dois finir pour un grand exemple de justice. Personne n'ignore que je suis l'antagoniste de Philippe de l'égalité. Le citoyen, Huguet, évêque du département de la Creuse, vient de m'apprendre, à mon grand étonnement, que, dans une conversation avec le sieur Bourdon, de qui l'affreux bourdonnement appelle depuis quelques jours tous les poignards des assassins sur ma tête, ce même Philippe lui avait dit, en parlant de moi, « Je connais son caractère mieux que vous, et je répondrai de la pureté de son patriotisme. Philippe, si ce caractère était versatile, si j'étais capable de me rétracter sur ta conduite, je te dirais loyalement, je me suis trompé sur ton compte. La première des vertus de l'homme est d'être juste à l'égard de ses ennemis. Si tu la possèdes, c'est un grand avantage que je te disputerai toujours. Voilà ma rétractation. Elle fait ton éloge. » Très bien. Alors, je vais maintenant, c'en est terminé des textes d'Olympe de Gouges, et je vais lire quelques textes qui ont été ajoutés à cette édition de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et des autres textes d'Olympe de Gouges. Donc, Christine de Pisan, 1364-1431. Vous avez ici un extrait de La Cité des Dames qui date de 1405, qui a été traduit par Éric X et Thérèse Moreau à l'édition Paris Stock en 1986. Christine de Pisan, dont je vous conseille les 100 ballades d'amants et de dames. Voilà. Christine de Pisan est considérée comme la première femme à avoir, après la mort de son mari, vécu uniquement de sa plume. On trouve dans ses écrits une revendication majeure, celle d'une égalité d'instruction entre hommes et femmes. Dans l'extrait de La Cité des Dames qui suit, Christine dialogue avec 3 figures allégoriques, raison, droiture et justice. Elle va à l'encontre d'un des arguments sur lesquels s'appuient les pères de l'Église pour justifier l'infériorité des femmes, la faute commise par Ève, pécheresse. Madame, d'après ce que vous me dites, la femme est une création fort noble. Cicéron dit cependant qu'un homme ne doit jamais servir une femme, car ce serait s'avilir que de se mettre au service de moins nobles que soi. Elle me répondit: le plus grand est celui ou celle qui a le plus de mérite. L'excellence ou l'infériorité des gens ne réside pas dans leur corps selon leur sexe, mais en la perfection de leurs mœurs et vertus. Et bienheureux celui qui sert la Vierge, elle qui est au-dessus de tous les anges. Madame, l'un des Catons, celui qui fut un grand orateur, dit encore que si le monde avait été créé sans femme, nous fréquenterions les dieux. Elle me répondit: là, la folie de celui qu'on dit sage est manifeste, car c'est par l'intermédiaire de la femme que l'homme accéda au royaume de Dieu. Si quelqu'un voulait avancer à cause d'Ève que c'est par la femme qu'il tomba, je répondrais qu'il gagne un rang bien plus haut par Marie que celui qu'il avait perdu par Ève, car jamais l'humanité n'aurait été réunie à la divinité si Ève n'avait pas péché. Hommes et femmes doivent louer cette faute grâce à laquelle un si grand honneur leur est advenu. En effet, plus la nature humaine est tombée bas par la créature, plus haut elle a été relevée par le Créateur.
quant à fréquenter les dieux si la femme n'existait pas, comme l'affirme ce Caton, il ne croyait pas si bien dire. Car c'était un païen, et ceux de cette religion croyaient que les dieux se trouvaient aussi bien en enfer qu'au ciel. Il s'agit de diables qu'ils appelaient les dieux de l'enfer. Et ce n'est pas une erreur de dire que les hommes fréquenteraient ces dieux-là si Marie n'avait pas existé. Et je trouve étrange de vous avoir lu ça. Enfin, moi, je suis pas... Oui, je trouve étrange de vous avoir lu ça, cela dit. Un passage très axé, tout de même. Bon. Marie de Gournay, 1565-1645, égalité des hommes et des femmes, 1622. Pardon, c'était écrit en latin, c'était écrit un chiffre arabe à côté, mais visiblement, j'ai mis du temps à déchiffrer le latin. Marie de Gournay, que Montaigne désigna comme sa fille d'alliance, a eu la lourde tâche de publier l'intégralité des essais après la mort de leur auteur. Mais elle a aussi beaucoup écrit elle-même, son ouvrage le plus célèbre étant « Égalité des hommes et des femmes », dans lequel elle sait souligner certains paradoxes avec un humour grinçant. La plupart de ceux qui prennent la cause des femmes, contre cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent, leur rendent le change entier, renvoyant la préférence vers elles. Moi qui fuis toutes extrémités, je me contente de les égaler aux hommes, la nature s'opposant pour ce regard autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Que dis-je? Il ne suffit pas à quelques gens de leur préférer le sexe masculin, s'ils ne les confinaient encore d'un arrêt irréfragable et nécessaire à la quenouille, ou même à la quenouille seule. Mais ce qui les peut consoler contre ce mépris, c'est qu'il ne se fait que par ceux d'entre les hommes auxquels elles voudraient moins ressembler. Personne n'a donné vraisemblance aux reproches qu'on pourrait vomir sur le sexe féminin, s'ils en étaient, et qui sentent en leur cœur ne se pouvoir recommander que par le crédit de l'autre. D'autant qu'ils ont, oui, trompetté par les rues que les femmes manquent de dignité, manquent aussi de suffisance, voire du tempérament et des organes pour arriver à celle-ci. Leur éloquence triomphe à prêcher ces maximes et tant plus opulemment de ce que dignité, suffisance, organes et tempérament sont beaux mots. N'ayant appris d'autre part que la première qualité d'un mâle habile homme, c'est de cautionner les choses sous la foi populaire et par oui-dire, et pas oui-dire. Voyez, tels esprits comparer ces deux sexes. La plus haute suffisance à leur avis, je reprends, j'ai un petit problème de vue. Voyez, tels esprits comparer ces deux sexes. La plus haute suffisance à leur avis où les femmes puissent arriver, c'est de ressembler le commun des hommes. Autant éloigné d'imaginer qu'une grande femme se peut dire grand homme, le sexe changé, que de consentir qu'un homme se peut élever à l'étage d'un dieu. Gens plus braves qu'Hercule vraiment, qui ne défient que 12 monstres en 12 combats, tandis que d'une seule parole, ils défont la moitié du monde. François Poulain de la Barre, 1647-1723. De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés, 1673. Alors pour l'instant, on n'a que des textes qui précèdent Olympe de Gouges. Philosophe du XVIIe siècle, François Poulain de la Barre a combattu l'inégalité sociale entre les hommes et les femmes en luttant pour l'instruction des femmes et pour leur droit à accéder à tous les métiers. Le fondement de sa réflexion est la notion de préjugé qui empêche tout un chacun de dénoncer cette injustice. C'est cette notion qu'il développe dès ce début de l'essai de l'égalité des deux sexes. Les hommes sont persuadés d'une infinité de choses dont ils ne sauraient rendre raison parce que leur persuasion n'est fondée que sur de légères apparences auxquelles ils se sont laissés emporter, et ils eussent cru aussi fortement le contraire si les impressions des sens ou la coutume les y eussent déterminés de la même façon.
Or, un petit nombre de savants, tout le monde tient comme une chose indubitable que c'est le Soleil qui se meut autour de la Terre, quoique ce qui paraît dans la révolution des jours et des années porte également ceux qui y font attention à penser que c'est la Terre qui se meut autour du Soleil. L'on s'imagine qu'il y a dans les bêtes quelque connaissance qui les conduit. Par la même raison que les sauvages se figurent qu'il y a un petit démon dans les horloges et dans les machines qu'on leur montre, dont ils ne connaissent point la fabrique ni le ressort. L'on peut mettre au nombre de ces jugements celui qu'on porte vulgairement sur la différence des deux sexes et tout ce qui en dépend. Il n'y en a point de plus ancien ni de plus universel. Les savants et les ignorants sont tellement prévenus de la pensée que les femmes sont inférieures aux hommes en capacité et en mérite, et qu'elles doivent être dans la dépendance où nous les voyons, qu'on ne manquera pas de regarder le sentiment contraire comme un paradoxe singulier. Cependant, il ne serait pas nécessaire pour l'établir d'employer aucune raison positive si les hommes étaient plus équitables et moins intéressés dans leur jugement. Il suffirait de les avertir qu'on n'a parlé jusqu'à présent qu'à la légère de la différence des deux sexes au désavantage des femmes, et que pour juger sainement si le nôtre a quelque prééminence naturelle par-dessus le leur, il faut y penser sérieusement et sans intérêt, renonçant à ce qu'on en a cru sur le simple rapport d'autrui et sans l'avoir examiné. Il est certain qu'un homme qui se mettrait en cet état d'indifférence et de désintéressement reconnaîtrait d'une part que c'est le peu de lumière et la précipitation qui font tenir que les femmes sont moins nobles et moins excellentes que nous, et que ces quelques indispositions naturelles qui les rendent sujettes aux défauts et imperfections qu'on leur attribue est méprisable à tant de gens. Et de l'autre part, il verrait que les apparences mêmes qui trompent le peuple sur leur sujet, lorsqu'il les passe légèrement, serviraient à le détromper s'il les approfondissait un peu. Enfin, si cet homme était philosophe, il trouverait qu'il y a des raisons physiques qui prouvent invinciblement que les deux sexes sont égaux pour le corps et pour l'esprit. Nicolas de Condorcet maintenant. Il reste très peu de texte, c'est assez long, excusez-moi, mais j'ai décidé de faire la lecture entièrement. Nicolas de Condorcet, 1743-1794, sur l'admission des femmes au droit de cité, 3 juillet 1790. Olympe de Gouges nourrira une grande admiration, une grande amitié pour Nicolas de Condorcet, mathématicien et philosophe des Lumières qui s'illustrera dans tous les combats humanistes. Il luttera pour la liberté de la presse, pour l'abolition de l'esclavage, pour les droits civiques des protestants et même contre la peine de mort à une époque où la guillotine était la clé de la justice. Il sera le seul homme à s'émouvoir de l'absence totale de référence aux femmes dans la Déclaration des droits de l'homme. L'habitude peut familiariser les hommes avec la violation de leurs droits naturels, au point que, parmi ceux qui les ont perdus, personne ne songe à les réclamer, ne croit avoir éprouvé une injustice. Il est même quelques-unes de ces violations qui ont échappé aux philosophes et aux législateurs lorsqu'ils s'occupaient avec le plus de zèle d'établir les droits communs des individus de l'espèce humaine et d'en faire le fondement unique des institutions politiques. Par exemple, tous n'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de cité ? Est-il une plus forte preuve du pouvoir de l'habitude, même sur les hommes éclairés, que de voir invoquer le principe de l'égalité des droits en faveur de 300 ou 400 hommes qu'un préjugé absurde en avait privé et l'oublier à l'égard de 12 millions de femmes ? Pour que cette exclusion ne fût pas un acte de tyrannie, il faudrait ou prouver que les droits naturels des femmes ne sont pas absolument les mêmes que ceux des hommes, ou montrer qu'elles ne sont pas capables de les exercer. Or, les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées.
Ainsi, les femmes ayant les mêmes qualités ont nécessairement les droits égaux. Où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, où tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. Il ne serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément ? En admettant dans les hommes une supériorité d'esprit qui ne soit pas la suite nécessaire de la différence d'éducation, ce qui n'est rien moins que prouvé et ce qui devrait l'être pour pouvoir sans injustice priver les femmes d'un droit naturel, cette supériorité ne peut consister qu'en 2 points. On dit qu'aucune femme n'a fait de découvertes importantes dans les sciences, n'a donné de preuves de génie dans les arts, dans les lettres, etc. Mais sans doute on ne prétendra point d'accorder le droit de cité qu'aux seuls hommes de génie. On ajoute qu'aucune femme n'a la même étendue de connaissances, la même force de raison que certains hommes. Mais qu'en résulte-t-il qu'excepté une classe peu nombreuse d'hommes très éclairés, l'égalité est entière entre les femmes et le reste des hommes, que cette petite classe mise à part, l'infériorité et la supériorité se partagent également entre les 2 sexes. Or, puisqu'il serait complètement absurde de borner à cette classe supérieure le droit de cité et la capacité d'être chargée de fonctions publiques, pourquoi en exclurait-on les femmes plutôt que ceux des hommes qui sont inférieurs à un grand nombre de femmes ? Les femmes sont supérieures aux hommes dans les vertus douces et domestiques. Elles savent, comme les hommes, aimer la liberté, quoiqu'elles n'en partagent point tous les avantages. Et dans les républiques, on les a vues souvent se sacrifier pour elles. Elles ont montré les vertus de citoyens toutes les fois que le hasard ou les troubles civils les ont amenés sur une scène dont l'orgueil et la tyrannie des hommes les ont écartés chez tous les peuples. On a dit que les femmes, malgré beaucoup d'esprit, de sagacité et la faculté de raisonner portée au même degré que chez de subtils dialecticiens, n'étaient jamais conduites par ce qu'on appelle la raison. Cette observation est fausse. Elles ne sont pas conduites, il est vrai, par la raison des hommes, mais elles le sont par la leur. Leurs intérêts n'étant pas les mêmes, par la faute des lois, les mêmes choses n'ayant point pour elles la même importance que pour nous, elles peuvent, sans manquer à la raison, se déterminer par d'autres principes et tendre à un but différent. Il est aussi raisonnable à une femme de s'occuper des agréments de sa figure qu'il l'était à Démosthène de soigner sa voix et ses gestes. On a dit que les femmes, quoique meilleures que les hommes, plus douces, plus sensibles, moins sujettes aux vices qui tiennent à l'égoïsme et à la dureté du cœur, n'avaient pas proprement le sentiment de la justice, qu'elles obéissaient plutôt à leurs sentiments qu'à leur conscience. Cette observation est plus vraie, mais elle ne prouve rien. Ce n'est pas la nature, c'est l'éducation, c'est l'existence sociale qui cause cette différence. Ni l'une ni l'autre n'ont accoutumé les femmes à l'idée de ce qui est juste, mais à celle de ce qui est honnête. Éloignées des affaires, de tout ce qui se décide d'après la justice rigoureuse, d'après les lois positives, les choses dont elles s'occupent, sur lesquelles elles agissent, sont précisément celles qui se règlent par l'honnêteté naturelle et par le sentiment. Il est donc injuste d'alléguer, pour continuer de refuser aux femmes la jouissance de leurs droits naturels, des motifs qui n'ont une sorte de réalité que parce qu'elles ne jouissent pas de ces droits. Si on admettait contre les femmes des raisons semblables, il faudrait aussi priver du droit de cité la partie du peuple qui, vouée à des travaux sans relâche, ne peut ni acquérir des lumières ni exercer sa raison, et bientôt, de proche en proche, on ne permettrait d'être citoyen qu'aux hommes qui ont fait un cours de droit public. Si on admet de tels principes, il faut, par une conséquence nécessaire, renoncer à toute constitution libre. L'égalité des droits établis entre les hommes dans notre nouvelle constitution nous a valu d'éloquentes déclamations et d'intarissables plaisanteries. Mais jusqu'ici, personne n'a pu encore y opposer une seule raison, et ce n'est sûrement ni faute de talent, ni faute de zèle. J'ose croire qu'il en sera de même de l'égalité des droits entre les 2 sexes.
Il est assez singulier que dans un grand nombre de pays, on ait cru les femmes incapables de toute fonction publique et dignes de la royauté. Qu'en France, une femme ait pu être régente et que jusqu'en 1776, elle ne put être marchande de mode à Paris. Qu'enfin, dans les assemblées électives de nos bailliages, on ait accordé au droit de fief ce qu'on refusait au droit de nature. Plusieurs de nos députés nobles doivent à des dames l'honneur de siéger parmi les représentants de la nation. Pourquoi, au lieu d'ôter ce droit aux femmes propriétaires de fief, ne pas l'étendre à toutes celles qui ont des propriétés, qui sont chefs de maison ? Pourquoi, si l'on trouve absurde d'exercer par procureur le droit de cité, enlever ce droit aux femmes plutôt que de leur laisser la liberté de l'exercer en personne ? Voilà, alors ce qui est drôle, c'est de... Enfin, comme ça, comme je vous dis, c'est la première fois que je lis ces textes. C'est d'opposer cette vision douce, généreuse de la femme, toutes ces qualités que les hommes lui attribuent souvent, à la vision vicieuse qu'en a Olympe de Gouges. Et les deux sont des excès, à mon avis. Je pense que la femme est aussi capable de vice que de vertu que n'importe quel homme. Voilà, c'est mon avis, naturellement. Je vous laisse avoir le vôtre. Mais j'étais obligée de dire ça parce que ça bout en moi de lire certaines choses. Et il y a plein de choses dans ces pages qui peuvent paraître admirables à l'époque, pour l'époque, mais qui, quand on les lit aujourd'hui, c'en est presque insupportable, en fait. Et on se dit qu'en plus, ça n'a pas tellement évolué ou qu'on est toujours obligé de revenir sur les mêmes arguments. Et c'est ça qui peut être fatigant. Mais cela dit, ça a quand même beaucoup avancé. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, Défense des droits des femmes, 1792. Mary Wollstonecraft, autrice et philosophe anglaise, rédigea une œuvre prolixe, très influencée par les idéaux de la Révolution française dont elle fut contemporaine. Elle est surtout célèbre pour son pamphlet Défense des droits des femmes, qui appelle ces dernières à refuser le statut d'objet que leur réserve la junte masculine. Je n'ai pu lire l'histoire du passé et porter des yeux pleins d'une sollicitude affectueuse sur le présent sans que les mouvements les plus mélancoliques d'une indignation douloureuse aient abattu mes esprits. Oui, j'ai soupiré quand je me suis vue forcée de confesser de deux choses l'une, ou que la nature a mis une grande différence entre un homme et un homme, ou que la civilisation, du moins telle qu'elle a eu lieu jusqu'à présent, s'est montrée partiale à l'excès. J'ai parcouru beaucoup de livres sur l'éducation nationale. J'ai examiné avec la patience de l'observateur la conduite des parents et la tenue des écoles. Quel a été mon résultat ? Une conviction intime que l'éducation négligée de mes semblables est la principale source des maux que je déplore et que les femmes en particulier ont été rendues faibles et misérables par le concours de différentes causes, émanées toutes d'une première, qu'on va bientôt reconnaître. Dans le fait, la conduite et les manières des femmes prouvent que leurs âmes ne sont pas dans un état de santé morale. Je les comparerais volontiers aux fleurs doubles, dont on sacrifie la force et l'utilité à la beauté, en les plantant dans un sol trop gras où leurs feuilles épanouies, après avoir amusé quelque temps les regards d'un possesseur capricieux, se sèchent sur la tige sans attirer l'attention, longtemps avant la saison qui devait les voir arriver à une maturité féconde. J'attribue en grande partie ce luxe stérile au système faux d'éducation emprunté des livres écrits sur ce sujet par des hommes qui, considérant les femmes plutôt comme les instruments de plaisir de l'autre sexe que comme des créatures humaines, ont aussi été plus jaloux d'en faire des maîtresses charmantes que des épouses responsables. Avouons que cet hommage spécieux nous a fasciné l'esprit au point qu'aujourd'hui les femmes, à quelques
exception près, ne veulent qu'inspirer l'amour, tandis qu'elles devraient nourrir une plus noble ambition et attirer le respect par les qualités du cœur et de l'esprit. C'est intéressant aussi, ça donne encore un petit éclaircissement. Et je vais terminer par John Stuart Mill, 1806-1873, L'asservissement des femmes, 1851. Alors, je vais quand même apporter un petit point là-dessus, parce qu'en fait, John Stuart Mill n'a pas écrit seul L'asservissement des femmes. Non. Il l'a écrit avec, la date est 1851, en 1851 il va se marier avec une femme qu'il connaît depuis très longtemps, Harriet Taylor Mill. Et c'est ensemble qu'ils ont rédigé ce texte. John Stuart Mill, comme j'avais vu qu'il était parmi les textes, je ne l'ai pas lu encore, le texte qui est ici, mais j'ai vu son nom et j'ai vu que sa femme n'était pas citée. Alors j'ai pris un livre de lui, John Stuart Mill, de la liberté, où il écrit une dédicace qui est traduite naturellement. La traduction, elle est de Laurence Langlais, à partir de la traduction de Dupont-White. Et là, ce texte que je vais vous lire est traduit de E. Cazel. Voilà. Alors, je vous lis donc la dédicace qu'il fait. À la mémoire chérie et regrettée de celle qui fut l'inspiratrice et en partie l'auteur du meilleur de mes écrits. À mon ami et à ma femme, dont la passion du vrai et du juste fut mon plus vif encouragement, et l'approbation ma principale récompense. Je dédie ce livre. Comme tout ce que j'ai écrit depuis de nombreuses années, il lui appartient autant qu'à moi. Mais dans son état actuel, l'œuvre n'a eu que trop insuffisamment l'avantage inestimable de sa révision, les parties les plus importantes ayant été réservées pour un examen plus attentif, dont maintenant elles ne jouiront plus jamais. Si j'étais capable de traduire au monde la moitié seulement des grandes pensées et des nobles sentiments qu'elle a emportés dans la tombe, je deviendrais pour lui le médium porteur d'un bénéfice plus grand que celui qui résultera jamais de tout ce que je pourrais écrire sans l'aiguillon et l'assistance de sa sagesse inégalée. Dommage qu'il n'ait pas écrit ça de son vivant, mais au moins un homme qui reconnaît l'importance de la pensée de sa femme dans la construction de sa propre pensée, en fait. Et pourtant, John Stuart Mill, c'était peut-être un des rares hommes dont on pouvait dire qu'il était, enfin, peut-être pas à l'époque, mais il n'était pas seulement cultivé, c'était... Renseignez-vous. Tenez, je vous mettrai un lien sur une émission sur John Stuart Mill et sur l'éducation qu'il a reçue et sur le développement de sa pensée. Et voilà, comme ça, vous aurez une petite idée de qui il est. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Voilà. Donc, John Stuart Mill, L'asservissement des femmes, 1851. Et donc, avec Harriet Taylor Mill. Merci. John Stuart Mill est un philosophe et économiste britannique du XIXe siècle pour qui la notion de liberté était fondamentale dans la société. Liberté d'expression par exemple, mais surtout liberté des femmes, qui étaient selon lui injustement dominées par les hommes. Sa pensée influença profondément les luttes pour le droit de vote féminin en Grande-Bretagne. Chapitre 1er.
Je me propose, dans cet essai, d'expliquer aussi clairement que possible les raisons sur lesquelles repose une opinion que j'ai embrassée dès que mes premières convictions sur les questions sociales et politiques se sont formées et qui, bien loin de s'affaiblir et de se modifier par la réflexion et l'expérience de la vie, n'en est devenue que plus forte. Je crois que les relations sociales des deux sexes, qui subordonnent un sexe à l'autre au nom de la loi, sont mauvaises en elles-mêmes et forment aujourd'hui l'un des principaux obstacles qui s'opposent au progrès de l'humanité. Je crois qu'elles doivent faire place à une égalité parfaite, sans privilège ni pouvoir pour un sexe, comme sans incapacité pour l'autre. Et là, c'est coupé et je passe au chapitre 3. Je ne trouverai point de difficulté, je présume, à persuader ceux qui m'ont suivi sur la question de l'égalité de la femme avec l'homme dans la famille que ce principe d'égalité complète entraîne une autre conséquence, l'admissibilité des femmes aux fonctions et aux occupations qui, jusqu'ici, ont fait le privilège du sexe fort. Je crois que si on les frappe encore d'incapacité pour ces occupations, c'est pour les maintenir dans le même état de subordination au sein de la famille, parce que les hommes ne peuvent pas encore se résigner à vivre avec des égaux. Sans cela, je pense presque tout le monde, dans l'état actuel de l'opinion en politique et en économie politique, reconnaîtrait qu'il est injuste d'exclure la moitié de la race humaine du plus grand nombre des activités lucratives et de presque toutes les hautes fonctions élevées et de décréter, ou bien que dès leur naissance les femmes ne sont pas et ne peuvent pas devenir capables de remplir les emplois légalement ouverts aux membres les plus stupides et les plus vils de l'autre sexe, ou bien que malgré leur aptitude, ces emplois leur seront fermés et réservés exclusivement aux individus mâles. Dans les 2 derniers siècles, on ne songeait guère à invoquer d'autres raisons que le fait même pour justifier l'incapacité légale des femmes et on ne l'attribuait pas à une infériorité d'intelligence, à laquelle personne ne croyait réellement, à une époque où les luttes de la vie publique mettaient la capacité des gens à une épreuve dont les femmes n'étaient pas toutes exclues. La raison qu'on donnait alors n'était pas l'inaptitude des femmes, mais l'intérêt de la société, c'est-à-dire l'intérêt des hommes. C'est ainsi qu'alors la raison d'État voulait dire les convenances du gouvernement et la défense des autorités existantes. Il suffisait pour expliquer et excuser les crimes les plus horribles. De nos jours, le pouvoir tient un langage plus bénin et quand on opprime quelqu'un, il prétend toujours que c'est pour lui faire du bien. C'est en vertu de ce changement que lorsqu'on interdit quelque chose aux femmes, on croit bon d'affirmer, et nécessaire de croire, qu'en y aspirant, elles sortent de la véritable voie du bonheur. Pour que cette raison fût plausible, je ne dirais pas bonne, il faudrait que ceux qui la mettent en avant allassent plus loin que personne n'a encore osé le faire en face de l'expérience actuelle. Il ne suffit pas de soutenir que les femmes sont en moyenne moins bien douées que les hommes sous le rapport des plus hautes facultés mentales ou qu'il y a moins de femmes que d'hommes qui soient propres à remplir des fonctions qui exigent la plus haute intelligence. Il faut prétendre absolument que nulle femme n'est propre à ces fonctions et que les femmes les plus éminentes sont inférieures par les qualités de l'esprit à l'homme le plus médiocre à qui ces fonctions sont maintenant dévolues. Or, le détracteur le plus déterminé des femmes n'osera pas nier que, si à l'expérience du présent nous ajoutons celle du passé, les femmes, non en petit nombre, mais en grand nombre, se soient montrées capables de faire sans aucune exception peut-être ce que font les hommes et de le faire avec succès et honneur. C'est assez terrible. Néanmoins de voir de lire des choses comme ça, c'est assez terrible de lire des choses comme ça, mais comme sur l'esclavage et plein d'autres choses. Je vous mettrai sans doute quelques références ou quelques petits
quelques petits liens qui pourraient apporter un autre éclairage sur les droits des femmes, en tout cas, sur l'évolution de la pensée à travers le temps. Enfin, vraiment un ou deux petits liens. Je ne vais pas faire plus parce que je pense que vous en parlerez assez avec vos professeurs. Voilà, alors, une autre chose m'a interloquée tout de même quand j'ai lu la liste des œuvres au programme, car il y a Colette, je ne sais plus exactement combien nous avons de femmes au programme, mais je crois qu'elles ne font pas un tiers du programme. Bon, j'étais surprise. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'elles sont si nombreuses à pouvoir faire partie de cette liste. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la révision. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, tout simplement. Et vous pouvez également vous abonner ou les partager. Voilà, excusez-moi, j'étais un petit peu sortie, puisque vous savez que ces vidéos sont sans montage, sans coupe, donc je fais la lecture. J'essayais de penser, de réfléchir en même temps à certaines choses que je voulais vous dire. Et j'en arrive à la fin et je ne sais plus du tout comment je m'appelle. Voilà, pardon. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.